En effet, bonjour et bienvenue dans cette 199e édition d'Autour de Midi. Il a été journaliste, conteur, chroniqueur, animateur de radio, de télévision, il écrit des livres. Mais quel que soit le média, il n'a de cesse de défendre le Limousin, sa terre natale, tant dans sa langue que dans ses traditions, ce qui fait de lui une personnalité plus que connue. Nombreux, vous le voyez, sont les prétextes pour le recevoir autour de midi, mais il y en a deux qui rejoignent directement l'actualité. C'est la sortie de son dernier livre, de son dernier roman, L'honneur de la Janille, aux éditions Lucien Souni, et qu'il est en effet le 199e invité d'Autour de Midi. Panazo, bonjour. 199e, bonjour. Bonjour. 199e. Un look de révérend père, Panazo. Ah, de grand schtroumpf. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va, merci, très bien. On est très heureux de te recevoir. Alors, ça fait quoi de se retrouver dans la peau du 199e invité d'Autour de Midi? Ça fait plaisir de te revoir et puis peut-être aussi d'imaginer les gens que j'ai connus à la télévision, que j'ai rencontrés, qui peut-être me voient aujourd'hui. Changer de look, tu dis, mais rajeuni aussi. Rajeuni aussi? Oh, oui, oui. Bah écoute, donc tout va bien. Tout va bien. Alors ce livre, c'est la suite d'un livre qui est sorti il y a environ une dizaine d'années et qui s'appelait La Janille. On va retrouver La Janille et cette foule de personnages qui peuplent tes histoires. Simplement, tu les avais oubliés pendant 10 ans, tous ces personnages? Ah non, ils vivent toujours. Non. Pendant 10 ans, j'ai pas d'autre chose. Il y a eu d'autres romans, mais à la demande générale, il a fallu que je réécrive la suite de La Janille, que j'écrive la suite de La Janille. Alors, Donc on quitte La Janille en 1931 et je la fais vivre jusqu'à 1945. Voilà, donc c'est toujours un roman de la terre, et cela comme tous tes précédents ouvrages, et tu viens de le dire, l'action c'est les années 1930 jusqu'à la fin de la guerre, et on retrouve la Janille qui élève sa bâtarde, sa fille, seule, et qui va traverser la guerre en faisant acte de résistance. Est-ce que c'est cela l'honneur de la Janille? Ça fait partie de son honneur, mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir choisi la résistance qui fait le titre. L'honneur de la Janille, c'est l'honneur d'une fille de la terre qui a une bâtarde. Très mal vue, une fille mère, qui n'était pas née devant monsieur le maire ni devant monsieur le curé, qui avait une bâtarde. C'était une tare. À tel point que son père ne lui parlait plus, d'ailleurs. Mais j'ai connu ça, bien connu. Et c'est son honneur qu'elle défend, là, puisque, je ne vais pas raconter le livre, mais cette bâtarde a un père. D'ailleurs, le domestique agricole dit, de toute façon, il a bien dû y avoir un mâle par là pour qu'il y ait un enfant. Mais il a été écrasé dans un accident du tramway à Limoges, et il a été écrasé quelques 2 jours après sa conception, après la conception de la bâtarde en question, la petite Élise, qui va s'appeler Jeanneton parce que le père trouvait Élise le prénom trop bourgeois. Et il l'appelle Jeanneton. Alors là, on est au début de cette histoire. Elle élève son enfant seule. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est qu'on sort un peu d'un schéma, je dirais, manichéen, l'opposition entre les petites gens, la paysannerie et les bourgeois, et la maison, le domaine des Hautes-Landes. La Janine, finalement, elle est un petit peu épargnée dans cette opposition, dans cette lutte de classe. Elle est épargnée, elle a un peu de chance parce que... qui est-ce qui a dit que la gauche n'avait pas le monopole du cœur? Tu as entendu parler? Oui, c'est un certain Giscard d'Estaing, je crois. Il avait raison, finalement. Finalement, il avait raison. Je lui donne pas raison sur tout, mais il avait raison. Ce n'est pas parce qu'on s'appellerait deux Hautes-Landes qu'on n'a pas de cœur. Il y a des raisons de classe, il y a des raisons qui font l'égoïsme, mais aussi le cœur. Et l'épouse du comte de Haute-Lande a choisi d'aimer cette fille de métayer. Et c'est un peu la trame principale de mon bouquin. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi une intrigue policière, on y reviendra dans un instant. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es le témoin d'Autour de Midi, et donc de toutes les séquences qui rythment cette émission, à commencer par l'actualité du jour, en Limousin, à Poitou-Charentes. Et c'est Olivier Brumelot qui feuillette le journal du jour. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe, bonjour Panazo, bonjour à tous. Avenir sombre pour Angoulême. La Chambre régionale des comptes demande au député maire Georges Chavannes un plan d'économie draconien sur les finances de la ville. Selon le rapport rendu public hier, il faudra augmenter les impôts, supprimer 50 emplois municipaux en 5 ans et étaler la dette sur 20 ans. C'est exactement ce que Georges Chavannes voulait éviter, notamment pour ce qui est des impôts déjà très élevés à Angoulême. Le maire est donc furieux. Pour lui, il est inadmissible que pendant 12 ans, une municipalité ait pu ruiner une ville sans qu'aucun responsable
n'ai jamais été inquiété. Fin de citation. Georges Chavannes a d'ores et déjà annoncé qu'il n'endosserait pas la responsabilité des mesures préconisées par la Chambre régionale des comptes. Le mystère de la chapelle de Vollery dissipé par 4 interpellations. Cette chapelle avait été saccagée peu de temps après que des cris bizarres y aient été entendus au mois de mars dernier. Depuis, l'auteur de ces cris qui inquiétaient tout le monde à Vollery a été arrêté. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans qui n'avait absolument rien d'un loup-garou. Il n'y avait apparemment pas de lien direct entre le saccage et le canular. Dans les Deux-Sèvres, 3 éleveurs de moutons accusés d'avoir mis le feu en août 90 à un camion de moutons britannique, c'était à Thouars, ont été inculpés de violence et voies de fait avec armes ainsi que destruction volontaire de biens immobiliers. 220 bêtes avaient été brûlées vives suite à cette action commando qui avait suscité à l'époque une réprobation quasi unanime. Nouveau remous autour des problèmes de décharge dans le district de Poitiers. Selon les Verts, la ville aurait tenté d'ouvrir une décharge sauvage. Des déchets ménagers auraient été retrouvés là où seuls des déchets de chantier devaient être stockés. La société Poitevine de nettoiement, la SPN, explique cette anomalie par une panne de l'engin qui trie les déchets. Le district de Poitiers dément toute responsabilité dans cette affaire et a chargé ses services techniques d'une enquête sur le site proche du captage d'eau potable de Sarzec. Sport, enfin, en basket, un nouvel américain vient de signer au CSP Limoges. John Fox vient du championnat italien. Il mesure 2,05 m pour 101 kg, un beau bébé âgé de 26 ans. John Fox est pivot. Il fera sans doute le bonheur, on l'espère, du CSP lors de la saison prochaine. Fin de ce flash. Toute l'information en Limousin et en Poitou-Charentes tout à l'heure à 12h30 avec vos éditions Toute Image. Autour de midi continue avec Christophe Chastanet et Panazo. Merci Olivier, rendez-vous de l'information, c'est noté à 12h30. Après ces nouvelles, j'ai envie de te demander, qu'en dis-tu Panazo, pour reprendre le nom d'une chronique que tu as assurée pendant très longtemps, dans les années 70, à l'Écho du Centre? Oui, la chronique, qu'en dis-tu Panazo, c'est vrai, oui. Mais j'en ai tenu d'autres, qui avaient débuté d'ailleurs par le Bouiradour dit l'utopie, et qui se terminait par ce slogan, je ne sais pas si le mot slogan convient, par ce cri. Et hardi qu'étaient des boires. Qui veut dire? C'est difficile à traduire en français. C'est d'abord des boiras, ça vient du Bouiradour avec lequel on blanchissait les châtaignes, le mouvement de... Et alors, hardi qu'étaient des boires veut dire hardi que je te brasse, que je remue, Mais c'est assez difficile à traduire. Et tu t'inspirais des faits de société, de l'actualité en général? Toujours de l'actualité en général. Toujours. J'ai fait des émissions de radio avec des voyages sur la Lune, quand il s'agissait des expéditions sur la Lune. Ou alors sur la chaîne, tu sais, comme à un moment donné, une chaîne, aux automobiles derrière pour l'électricité statique. Par exemple, je prenais... Ou alors le twist, les modes chansons sur le twist, etc. Et est-ce que ce passé journalistique a déclenché chez toi l'envie d'écrire des livres? Oui, c'est-à-dire que je suis d'origine limousine, bien sûr, mais de nature un peu fainéante. Et il a fallu que Fernand Dupuis un jour me dise il faudrait que tu écrives un livre. Et j'ai eu la chance d'être édité par Fayard pour le premier roman. C'est le premier roman qui était d'ailleurs un récit autobiographique, Panazo, conteur occitan. Alors c'est un peu grâce à Fernand Dupuis, c'est parce qu'il m'a aiguillonné que j'ai finalement écrit ce livre et que j'ai pris ensuite goût d'écrire. C'est très agréable d'écrire. Bien sûr, et on reviendra tout à l'heure sur ta façon, ta manière à toi d'écrire, avec tes petites habitudes, tes petits rites d'écrivain. Mais en attendant, un coup d'œil sur le ciel dans autour de midi avec les prévisions météo de notre belle Marilus. Alors, temps perturbé, Marilus, et nous avec. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, où que vous soyez, eh bien, vous aurez bien du mal à échapper à la pluie. La tenue idéale pour ce jeudi 20 juin reste bottes imperméables, parapluie et petite laine, car les températures sont fraîches, inférieures aux normales saisonnières. Ce matin, à 8h, on relevait 10 degrés à Limoges-Bellegarde, 12 à Brive, Guéret et Poitiers, 13 à Angoulême, 14 à Niort, La Rochelle et Cognac et 15 à Saintes. Cet après-midi, le ciel restera très chargé et ne laissera qu'une toute petite place au soleil. Les températures, comme je vous le disais, restent en dessous des normales saisonnières, elles ne dépasseront pas les 20 degrés. Demain, jour de l'été, jour de la fête de la musique, le temps restera nuageux en matinée. Les éclaircies devraient tout de même arriver dans l'après-midi et les températures, elles, seront en très légère hausse. Voilà, Christophe, c'est pas guégué quand même cette météo. Non, vraiment pas. Alors on va peut-être se consoler avec l'éphéméride. Hein. Aujourd'hui, on fête la Saint-Sylvain. Bonne fête à tous les Sylvains. Le dicton, Saint-Sylvain, beau et serein, promet abondance de grains. Les paysans qui croient au dicton ont du souci à se faire. Est-ce que tu y crois au dicton et crois-tu qu'ils ont gardé sa
cette importance qu'ils avaient il Je y a crois 50 ans. plus au dicton qu'Amaryllis. Mais c'est vrai que les gens de la météo, ils ont une assurance extraordinaire. Les soirs, ils prennent des baguettes, ils sont là devant des cartes avec des cartes en couleur, bien sûr, météostat, les mouvements, etc. Et ils énoncent le temps qu'il va faire sur un ton doctoral. Jamais je n'en ai entendu un dire le lendemain on s'est complètement planté. Et pourtant, ça va pas faire plaisir à mes amis de la météo, mais la science n'est pas tout à fait exacte. Encore. Non, ils réagissent en plus très vite, quand on dit attention, Météo France, ça va plus, ils réagissent très vite. Alors, ces propos n'engagent que Panazzo, évidemment. Pas plus. Merci. Dominique Papon, qui nous rejoint maintenant pour la pêche au canard. J'imagine que ta journée doit obligatoirement commencer par la lecture du canard. Toujours. Ça va. Bonjour Dominique, tous les canards. Alors, on va savoir aujourd'hui ce qu'il y a dans les journaux, Dominique. Eh bien, il y a du mystère et de l'aventure. Le mystère de la chambre 30, tout d'abord. Une bien étrange histoire que l'on croirait sortie d'un livre de Panazzo, que nous raconte Laurent Cramarejas ce matin dans Sud-Ouest. Écoutez bien. Le 12 mai 1991, la femme de ménage d'un hôtel de Saintes pénètre dans la chambre numéro 30. Et elle trouve un ticket de caisse de supermarché au fond d'une armoire. Jusque-là, rien d'étonnant. Bon. Mais inscrit sur le morceau de papier avec une orthographe approximative, elle déchiffre un appel au secours. Je cite. « Toute personne lisant ce papier sont priées d'écrire à cette adresse. » Suit le nom d'un couple de Charentais. « Car j'ai été enlevé. Je ne sais pas où ils vont m'emmener. Je vous en supplie, faites-le. Merci. » La police enquête, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé, d'autant que, semble-t-il, personne n'a disparu dans la région mystère, donc. Autre mystère, mais cette fois-ci résolu. Oui, Olivier Brumelot vient d'y faire allusion. Vous en souvenez sans doute, toute la presse régionale, nationale et internationale en a parlé, puisque même les Japonais sont venus ici. Il y a quelques semaines, un journaliste du Populaire du Centre affirmait avoir rencontré un loup-garou près de la chapelle de Vollery. Je vous en avais parlé, moi aussi. Aujourd'hui, l'Écho du Centre titre ainsi un long papier « Le loup-garou, un sacré farceur ». Olivier Mouvroux écrit que les spécialistes du loup-garou ont aujourd'hui bonne mine, car la bête humaine, bavant et montrant les crocs, vient d'être identifiée et entendue par la gendarmerie. Le journaliste de l'Écho en profite, bien sûr, pour épingler durement son confrère du Populaire, en remarquant que ce genre d'article fait vendre du papier, et il s'attarde sur la fuite du journaliste le fameux soir, ce dernier craignant, selon ses propres dires, que le loup-garou ne se transformât en maniaque sexuel, voire en anthropophage. En tout cas, voilà un mystère qui n'en est plus un. Oui, puis c'est de bonne guerre, ce papier d'un journal concurrent à celui qui sort une affaire, c'est tout à fait de bonne guerre. Allez, toujours un mystère. Son nom d'ailleurs, mais tu ne l'as pas cité. Non. Par Je courtoisie. connais bien, moi. Par courtoisie. Toujours un mystère, reconnu à la porcherie. Voilà, Daniel Foury revient longuement dans la Charente-Libre sur l'odyssée d'une famille du Nord accueillie dans le village de la Porcherie. Le maire de ce village se désespérait de voir son école menacée de fermeture, faute d'enfants. Le maire décide donc de tout faire pour accueillir dans sa commune une famille nombreuse et il médiatise largement son appel. Une famille qui troubait avec ses 10 enfants et vient s'installer en Haute-Vienne. Mais la belle histoire vire au cauchemar. Le père ne trouve pas de travail et sa femme fait une dépression nerveuse. Jusqu'au jour où une mystérieuse Mercedes noire avec chauffeur s'arrête à la porcherie. Un inconnu en descend et donne 25 000 francs en liquide à Simon Perlic. Personne ne sait qui c'est, mais grâce à cet argent, Simon a passé son permis poids lourd et aujourd'hui, il travaille à la Cernam. Bravo et merci pour ce propriétaire de cette voiture noire. On termine la pêche au canard avec l'insolite aventure de Théo Frasque. Oui, et il nous la raconte bien sûr dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Parti pour faire un reportage sur un établissement public de Niort, notre héros voit sa progression stoppée net par les grilles du bâtiment. Et son photographe est trop petit pour faire des clichés par-dessus la barrière. Qu'à cela ne tienne, il y a une grosse pierre à 2 pas. Notre héros la soulève pour l'approcher de la grille afin de rehausser son photographe. Et là, surprise, que trouve-t-il sous la pierre? Les clés de la grille, ne soyez pas cambriolables, conclut-il. C'est pas mal. Voilà, pour terminer cette pêche au canard,
laquelle vous enchaînez une question à Panazzo. Et oui, c'est sur l'inspiration de Panazzo. L'honneur de la Janille se passe pendant la guerre, on peut le dire, et le livre d'avant se passe aussi pendant la guerre. Est-ce que c'est par manque d'imagination ou c'est parce que c'est une période que vous avez bien connue? Pendant la guerre, j'étais jeune. Non, parce que je l'ai bien connu, oui. Et puis j'y suis pour rien s'il y a eu la guerre. Mais non, mais ça, personne ne voulait vous en accuser. C'est vrai que L'argent du ciel se passe pendant la guerre. Le secret du puits, je ne pense pas, ce soit pas précisément pendant la guerre. De toute façon, là, dans l'honneur de la Janille, j'évoque la résistance, puisqu'il faut bien le faire. Mais ce n'est pas un livre sur la résistance et sur la guerre. C'est absolument le livre sur la vie de tous les jours dans un village pendant cette période. Voilà. On enchaîne avec les spectacles. Hein, c'est pas un déplaisir de retrouver Marilus en duplex de Poitiers et Panazzo. Avec son sourire, toujours. Marilus. Oui, et Christophe, samedi, jour J, pour la seconde édition de Bressuire Rock Festival, organisée par l'association Émeraude et le théâtre du Bocage. Cette grande fête du rock débutera à 17h au château de Bressuire. Les fantômes vont donc en prendre plein les oreilles et les groupes présents cette année viendront des 6 coins de l'Hexagone. Le ton sera donné avec le cri de la mouche, une formation parisienne qui devrait épater la galerie que nous écoutons tout de suite. Au programme également les cartoons Loco Cry Babies, Stepping Stone et le régional de l'étape, les Burns. Je vous rappelle que cette grande fête du rock aura donc lieu au château de Bressuire et que l'entrée sera gratuite. Le cirque Grus installe son chapiteau à Limoges au parc des expositions à partir de demain. Un cirque New Look avec un tout nouveau chapiteau, le 2e plus beau chapiteau d'Europe et des attractions pour la plupart inédites en France. Donc le cirque Grus, c'est jusqu'à dimanche à Limoges au parc des expos. Et le cirque Patoche, eh bien lui, s'est installé à Cognac et ce depuis quelques jours. Représentation spectacle final, demain, c'est ça, à 18h. Enfin, une toute dernière info, si vous me le permettez, Christophe, le 5e salon régional du modèle réduit aura lieu dimanche à Marennes, au centre d'animation et de loisirs. Voilà. Merci. Moi, j'ajoute une information, Marilus, alors qui ne vous concerne pas directement, mais qui concerne tous ceux qui ont la chance, si on peut dire, de passer les épreuves du baccalauréat et du brevet. Bien, FR3 a eu une initiative tout à fait originale, c'est de vous proposer, comme ça, histoire de vous faire souffrir un peu, à vous, les étudiants, les corrigés des épreuves du baccalauréat et du brevet 91. C'est sur votre Minitel. Vous composez le 3615 code LPC3. Alors, ce matin avaient lieu les épreuves de maths, d'histoire géo, de sciences physiques, d'anglais, d'allemand et d'espagnol. Depuis 8 heures, maintenant, 4 heures après, vous devez avoir les premiers corrigés sur le Minitel 3615 code LPC3, ce sont des professeurs qui vous communiquent ces informations. Et puis on revient au spectacle, puisque le théâtre, tu connais Panazzo, oui. Tu es aussi auteur dramatique et tu as écrit des pièces. Alors moi, ce que je te propose, c'est de regarder l'extrait de l'une d'entre elles. De l'une d'entre elles, de Tchernobyl. Vous allez voir comme il est bon. Oh là là, mon Dieu. Ah, ça lui tenait tête, oui. Ah là là. Eh bien oui, mais maintenant, que voulez-vous? Il est bon, hein. Vous voulez pas finir votre verre? Merci. Allez, au revoir. À tout à l'heure. Revenez-moi bien vite, madame. D'accord.
sì che pa male ruca mesmo. De tambuno besugno. Voilà, cette pièce raconte l'histoire d'une paysanne tout à fait sympathique qui a entendu parler de Tchernobyl et qui est complètement inquiète parce qu'elle sait que dans sa commune, une centrale nucléaire veut s'implanter, veut s'installer. On a découvert de l'uranium sous les pieds, oui. Alors cette paysanne, elle réagit et c'est un petit peu l'ébullition dans le village. Voilà, c'est ça, oui. Elle ne veut pas de Tchernobyl à Faneboury. Voilà, en gros. Mais je ne savais pas. Je découvre le passage de la pièce à la télévision. Non mais tu sais, nos archives sont pleines de trésors. Alors ces personnages sont tous fictifs ou est-ce que tu les as peu ou prou rencontrés un jour? Ils sont très vivants tous. Je ne pourrais pas, il me semble que je ne pourrais pas faire un ouvrage de fiction totale. C'est pas, ça ne doit pas exister d'ailleurs, la fiction totale. Mais pour moi, ils vivent, ils ont vécu. J'accentue les traits, les travers. Mais c'est tout, c'est pas autre chose. Les personnages comme les situations ne sont pas imaginaires. Non, pas du tout. Il faut savoir, c'est pas une fierté, mais enfin, j'étais fils de domestique. J'étais domestique moi-même, domestique de ferme, donc j'ai côtoyé beaucoup plus de gens en sabot qu'en cravate, encore que j'en porte une. Et ces gens-là, je les fais revivre, j'ai le plaisir de les faire revivre parce qu'ils ont marqué tout simplement ma jeunesse et une bonne partie de ma vie. Alors je ne sais pas si la mer t'inspire, Panazo, ou si elle peut t'inspirer. Ah, la mer. Toi qui n'as jamais quitté cette région, le Limousin. En tout cas... J'ai vu la mer pour la première fois au lendemain du certificat d'études primaires, au Sable d'Olonne. Et ça a été un lieu de villégiature pour toi? Non? Ah non, pas du tout. Non. Je disais donc que la mer nous inspire chaque semaine une séquence avec Marilus. Pour ce départ en Charente-Maritime, Marilus, il est question de grosses tortues, c'est cela? Oui, tout à fait, on commence par une très très belle histoire. Hier, à La Rochelle, une tortue a retrouvé sa liberté. Elle a troqué le bassin qu'elle partageait avec quelques requins à l'aquarium de La Rochelle pour l'eau de l'Atlantique retrouvée après 3 années de captivité. Reportage de Jean-Pierre Ekman et Philippe Goudet. L'aquarium de La Rochelle, qui abrite de nombreuses espèces animales marines, c'est aussi, quand il le faut, en relâcher. Ce matin à 7h30 précise, cette tortue de type Caretta avait rendez-vous avec la liberté. Depuis le 1er avril 1988, cette adorable petite bête vivait tranquillement sous la protection des spécialistes de l'aquarium. Ceux-ci attendaient qu'elle atteigne une taille et un poids respectables, plus de 50 kg, pour qu'elle puisse se défendre et vivre de façon autonome. Grâce aux vedettes de la gendarmerie et des douanes, l'opération s'est effectuée dans de bonnes conditions, sous la responsabilité du conservateur du Centre national des mammifères marins de La Rochelle. Après son bagage, la tortue a été emmenée à une vingtaine de kilomètres au large de la côte. Un dernier battement de ses pattes palmées, comme pour saluer ses protecteurs. Accompagnée quelques instants par des hommes grenouilles, elle devait rapidement disparaître pour une nouvelle vie qui pourra durer encore plusieurs dizaines d'années. Ça va la changer un petit peu parce qu'un aquarium coûtant, c'est considéré comme un 3 étoiles pour les tortues de mer. Toutes les tortues qu'on y a mis en soin sont soignées et mignotées. Bien sûr, dans le milieu marin, se débrouillera. Parce que les animaux reprennent très vite les habitudes sauvages. Et puis, il y a de quoi manger ici. Et une tortue, en plus de ça, c'est un animal très robuste qui peut jeûner un certain temps. C'est beaucoup moins fragile, si vous voulez, qu'un oiseau ou qu'un autre animal. L'opération permettra de suivre le déplacement de cette tortue capable de traverser l'océan Atlantique en quelques mois. Elle devrait également faire réfléchir les pêcheurs qui ramènent parfois dans leur filet ces animaux protégés par la Convention internationale de Washington et qu'il convient donc de relâcher ou de faire protéger par les spécialistes des aquariums. Oui, cette remise à l'eau a bien eu lieu hier matin. En deuxième partie de la mer, juste après le tout image, nous allons penser aux vacances. Nous allons nous intéresser à l'état sanitaire des plages du littoral charentais. C'est pas du tout catastrophique, Christophe. En effet, pour ces informations peintes en bleu, après le tout image, c'est le journal régional que je vous propose de regarder, car il est 12h30 sur FR3, votre journal. Après le rendez-vous manqué avec la direction mardi dernier, 90% des employés limougeaux de RVI ont débrayé hier matin pour assister à une assemblée générale. Assemblée pendant laquelle la direction s'est exprimée au sujet des 152 licenciements prévus, mais sans convaincre le personnel qui compte désormais sur les élus. Nous
pensons que les élus locaux et régionaux sont à nos côtés maintenant. Nous les avons, c'est vrai, sollicités peut-être avec beaucoup de pression ces derniers temps. Mais maintenant, effectivement, nous pensons qu'ils vont porter haut la revendication des salariés de Limoges. Nous avons l'intention, en tout cas, de poser avec fermeté un certain nombre de questions de fond. Nous ne sommes pas convaincus, nous, que dans la stratégie même du groupe, il soit utile de diminuer les effectifs du site de Limoges. L'action se poursuit avec une manifestation des RVistes de la France entière samedi à Paris devant les ministères de tutelle. Les épreuves du baccalauréat se poursuivent aujourd'hui avec l'histoire géo, les sciences physiques et les langues. 4 à 5 heures après le début de celle-ci, vous pouvez vous évaluer en tapant sur votre Minitel 3615 LPC3. Ce service mis en place par FR3 Limousin Poitou-Charentes vous permet en effet d'accéder au corrigé des épreuves. Le loup-garou de Vollery a été identifié. Il ne s'agissait en fait que d'un jeune homme de 25 ans qui a voulu s'amuser. Pourtant, le 29 mars dernier, jour du vendredi saint, les cris qu'il avait poussés à Vollery avaient bel et bien convaincu 2 journalistes de pratique de sorcellerie dans cette commune. Reste le saccage de la chapelle pour lequel 4 personnes ont été interpellées. Le mystère ne devrait donc plus planer longtemps à Vollery. La personne qui a 100 francs pour acheter une plante ne va pas avoir systématiquement 118 francs. Donc on vendra sûrement moins de plantes. La TVA au taux réduit de 5,5% pour les horticulteurs, c'est terminé. À partir du 1er juillet, elle passera au taux normal de 18,6%. Cette mesure gouvernementale provoque la grogne des professions concernées. Mais que faire face à l'indiscutable article 49.3 ? Situé près de Crozant, à la limite de l'Indre et de la Creuse, le domaine des Places abrite un château qui serait du XVe siècle et une chapelle qui fait l'objet d'un pèlerinage annuel. Malheureusement, pour les propriétaires actuels, EDF veut faire passer une ligne de 90 000 volts à proximité du château. D'où le recours des propriétaires et la demande de classement du site au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Des variantes du tracé de la ligne ont été proposées, mais pour l'instant, les 2 parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Philippe Guillaume dédicacera son livre « Un président à abattre » où il raconte son expérience à la tête d'Antenne 2 et de FR3 cet après-midi entre 16h30 et 18h30 à la librairie Anecdote de Limoges. Bonne note pour les eaux de baignade du Limousin. L'enquête des ministères de l'Environnement et de la Santé réalisée au cours de la saison 90 montre que 94,5% des points de baignade surveillés de la région sont conformes contre une moyenne nationale de 83,9%. Seuls ombres au tableau, les sites de Sèchemaille, l'Abeille et Auzelou en Corrèze, ceux de La Chausse et du Pont en Creuse et enfin celui de la Lande en Haute-Vienne. John Fox est le nouveau pivot du CSP. Ce basketteur de 2,05 m a signé hier, en fin d'après-midi, un contrat le liant pour 2 saisons à Limoges. L'Américain avait en effet subi avec succès des tests médicaux et physiques et les dirigeants du club pensent donc avoir fait le bon choix. Fox s'est taillé une solide réputation à Forlì en Italie où il a joué cette saison. Enfin, John Fox dit aimer la pêche à la truite. La région devrait donc lui convenir à merveille. Ernest Pignon-Ernest se définit comme un peintre plasticien. Ses œuvres sont faites à partir de papier journal qu'il assemble et colle sur les murs des villes. C'est également un sculpteur, mais ses sculptures sont pour le moins originales, puisque réalisées à partir de matières végétales. Ernest Pignon-Ernest expose tout l'été à l'église Saint-Pierre et au musée du Cloître à Tulle. Météo France annonce un temps frais et pluvieux pour cet après-midi avec des températures de 14 à 18 degrés, soit en dessous des normales saisonnières. La nuit prochaine, elles s'échelonneront entre 9 et 11 degrés. Ce matin à 8 h, on relevait 10 à Limoges et 12 à Brive et Guéret. Spécial bac. Ne cherchez pas des années pour trouver les corrigés. 3615 PL, les corrigés instantanés. Sur
Votre télévision régionale entre 12h05 et 12h45. Aujourd'hui, Panazo, notre invité pour son livre L'honneur de la Janie. Alors on a beaucoup parlé du Panazo écrivain jusqu'à présent. On n'a pas parlé du défenseur de la langue occitane. C'est vrai que ça a été véritablement un combat dans ta vie. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tous tes livres, ou quasiment tous, sont écrits en français. Pour quelle raison ? Ah, ce serait difficile, c'est pas difficile, ce serait long à y répondre. Bien, parce que on ne peut pas me considérer comme un combattant, mais un défenseur, oui. Défenseur de la culture occitane, oui. Combattant au sens de croire que l'occitan a un avenir, non. À mon avis, c'est irréversible. C'est dommage, c'est triste, mais c'est irréversible. Pourtant, on étudie l'occitan. On peut faire des études d'occitan. Si peu. On parle encore l'occitan, c'est très vivant. Quand des parents ne parlent plus la langue à leurs enfants, c'est fini. Ils ne l'apprennent pas à l'école, ils ne peuvent pas l'apprendre autrement. C'est fini. Et même moi, par exemple... Mais tu participes de cette disparition en n'écrivant pas en occitan, quelque part. Hélas, oui. Le premier livre que j'ai écrit, c'était Panazo, conteur occitan. J'ai écrit chez Fayard. Il y avait, 10 à 20% d'expression occitane, traduite souvent en français. Je me suis rendu compte que ça alourdissait le livre, ça alourdissait la lecture, et que ça n'apportait pas grand-chose d'autre, sauf que la manière, le discours en Limousin n'est pas le même qu'à Strasbourg, n'est pas le même qu'à Perpignan. Il y a je pense par exemple aux civilités et à l'art du discours, à l'art de se rencontrer, de se parler, est tout à fait différent d'ailleurs. Donc j'utilise ce qui reste de notre culture, de la culture. Par exemple, je ne sais pas si tu connais cette expression. En Limousin, quand on rentrait quelqu'un, on lui demandait les portements. Et qu'est-ce donc Autrement dit, il y avait là toute une approche de la discussion qui allait venir, faite par des civilités sur comment ça va chez vous, il y a longtemps que vous n'avez pas vu, et votre sœur, et votre tante, mais si je vous avais vu à la fois, non, ce n'est pas à la fois, etc. Tout ça faisait partie de la vie de la famille, oui. C'était le prologue avant la discussion. Et ça n'existe plus. Salut, comment vas-tu? C'est quand on dit salut. Voilà, mais... Il est regrettable, bien sûr, de ne pas utiliser la langue, puisque on ne peut pas, en français, c'est une langue différente, on ne peut pas en français traduire exactement ce qui pourrait l'être de la langue occitane pure. Enfin, je regrette quand même que tu n'aies pas traduit en occitan Gerbebaude, hein, parce que ça, on connaît, il y a un groupe folklorique à Confolens qui s'appelle Lou Gerbebaude. Gerbebaude. Pardon pour l'accent. Oh là là, c'est une discussion spécialiste. Non. Alors, pour en finir, à quel lecteur s'adressent tes livres? À ceux qui ont envie de se replonger dans l'univers des campagnes, à ceux qui ont un passé familial, rural? Bien à tous, à ceux qui ont besoin de retrouver leurs racines et de savoir comment on vivait autrement. J'ai eu la chance de cette génération, je l'ai pas fait exprès, qui a connu une révolution absolue, technique, scientifique et surtout des mentalités. Et c'est au titre de cette culture qui est traduite dans le livre que je pense que la lecture peut être utile aux jeunes qui aimeraient savoir d'où ils viennent, qui ils sont, qui étaient leurs parents. C'est tout à fait la vie décrite dans la Janille, ou dans l'honneur de la Janille, est vraiment différente de la vie actuelle. Très différente. Et si j'osais, je pleurerais, je verserais une larme, parce que j'ai le droit à la nostalgie, non? C'est un droit. Oui. Nostalgie de ce temps, c'était pas le temps. Il faut pas parler de temps heureux, il faut pas parler de bon temps, c'est faux. Mais c'était le temps où j'étais jeune, d'une part, et cette culture très forte qu'avaient les gens, elle a le tendance à s'effacer très 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 rapidement. Panazo, tu as le droit à la nostalgie. Nous, on a le droit de te faire une surprise. Oui. L'univers des campagnes, ce sont les veillées qui ont, alors là, oui, pour le coup, complètement disparu, et que toi, pourtant, tu filmais abondamment. La preuve en images.
Alors le Limousin lui dit: Emmanuel Lully, prête Lully, le Nambouni de la tante Yonard, Emmanuel Lully, prête Lully, le Nambouni de la tante Marie. Te souviens-tu, maréchal Bazaine, du jour où tu trahissais ton pays? Emmanuel Lully, prête Lully, le Nambouni de la tante Yonard, Emmanuel Lully. Ce type de veillée, Panazo, la Janie les a connus. Et moi aussi. Et moi aussi, je les ai connus. Et ça aussi, j'ai une nostalgie de ce temps-là. Ça se passait à Ladignac-le-Long. Ce qu'on oublie, et le lien avec ces images est tout à fait facile, ce qu'on oublie, c'est que tu as écrit des livres, mais c'est que tu as aussi composé des chansons. Hein? Oui, oui. Et tu ne le fais plus? Ah, j'en ai composé, et Faire-toi en a même édité une. C'est vrai. Oui. Je ne le fais plus, non, parce que je chante mal. Je chantais, tu vois, j'ai toujours eu, j'ai parlé de nostalgie, de marchand de peau de lapin, je chantais le marchand des payas, et des peu de la pime, que vende la seya, et le diable est son trim. Je savais qu'il pousserait la chansonnette dans cette émission. Je ne savais pas à quel moment. C'est fait. Panazo, deuxième partie, maintenant, deuxième sortie sur le littoral avec Marie-Lu, si tu veux bien, et qui nous parle de la reine Isabelle Autissier et de l'état des plages de Charente-Maritime. Marie? Oui, alors si vous le voulez bien, Christophe, on va commencer par l'état des plages. L'été, c'est demain, et même si le temps ne s'y prête guère, eh bien, on va tout de même penser sérieusement aux vacances. Alors, les ministères de la Santé et de l'Environnement ont publié ce début de semaine l'état sanitaire des plages françaises dans notre région. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 75% des plages sont tout à fait fréquentables. Les détails avec Franck Omer. En 1990, le contrôle sanitaire des zones de baignade en mer a porté sur 75 points du département de Charente-Maritime. La première remarque concerne la stabilité du nombre des sites classés A et B, plages dites de bonne qualité. Cette année encore, près de 75% des plages de la région sont aptes à la pratique de la baignade. On constate dans le même temps que le nombre de plages non conformes à la directive européenne est en légère diminution. Au total, 25% des lieux étudiés en Charente-Maritime sont donc momentanément pollués. C'est le cas par exemple du Platin nord et sud d'Étré, du grand bassin de Fouras, de la plage de Marennes et de celle de Pontaillac ou encore de la grande côte de Saint-Palais. Sont aussi momentanément pollués sur l'île d'Oléron, la petite plage de Saint-Trojan, la Chaucre de Saint-Georges et l'ancien port de Saint-Denis. Les plages de l'île de Ré et de l'île d'Aix sont par contre globalement en bon état. Enfin, comme l'année dernière, le site de la Concurrence à La Rochelle n'est pas classé. Les résultats catastrophiques enregistrés depuis 1987 ont conduit le maire à prononcer l'interdiction de la baignade près de cette plage. Oui, avant de partir sur votre lieu de séjour, vous pouvez tout savoir sur la bonne ou la mauvaise santé de la plage que vous avez retenue en tapant 3615 sur votre Minitel, code idéal, rubrique info plage. Enfin, dimanche, La Rochelle sera en fête pour accueillir une de ses filles, Isabelle Autissier, la première femme à avoir bouclé un tour du monde à la voile en solitaire, en course et par étapes, et première femme à avoir franchi en compétition le Cap Horn. Après des mois de course, Isabelle Autissier est attendue de pied ferme aux alentours de 15h par des foules de copains venus de la mer et de la terre. La fête devrait commencer à 13h au large et devrait très certainement se terminer tard dans la nuit. Et le champagne va très certainement couler à flot ce week-end à La Rochelle. Enfin, sachez que dimanche, FR3 à Limousin Poitou-Charentes vous proposera à partir de 12h05 dans Dimanche Sport un magazine de 26 minutes sur cette fabuleuse aventure qu'a vécue Isabelle Autissier, c'est-à-dire un tour du monde en solitaire à la voile avec escale, c'est-à-dire le Box Challenge. Voilà, Christophe. Merci beaucoup, Marie-Luce. Une dernière question à Panazo. C'est Dominique qui la pose. Voilà, ben alors très vite. Bon, il y a eu la Janille. Maintenant, l'honneur de la Janille. À quand la Janille 3, le retour? Ah, très bientôt, mais ce ne sera pas la Janille 3. Mais très bientôt, j'ai déjà l'idée en tête d'un prochain roman. Voilà.
Et merci, merci. Merci Panazo, tu étais donc aujourd'hui le 199e invité de cette formule d'Autour de midi et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est demain que ça se passera. Vous savez que le 21 juin, on fête la musique, et bien on fêtera aussi sur FR3 Limousin Poitou-Charentes la 200e d'Autour de midi avec toute l'équipe, les meilleurs moments de cette belle histoire que nous vivons ensemble depuis le 18 septembre dernier. Donc plein de surprises demain entre 12h05 et 12h45, vous serez là, je compte sur vous. Merci, au revoir, bonne journée. Allez, salut les amis.